La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Souvent, je parle de bonheur au travail ou de qualité de vie au travail et vous êtes parfois même assez nombreux à me dire que c'est un peu bullshit et baratin. Et en fait, je ne crois pas. Je pense que c'est possible de faire en sorte que les gens soient bien au travail, même si le bonheur est une notion très subjective, en tout cas de contribuer à leur qualité de vie. Et donc aujourd'hui, pour essayer de mieux comprendre comment on fait, j'ai la chance d'accueillir Kevin, qui est le DRH de Germinal, une start-up qui est en pleine progression, voire même en pleine explosion. Et Kevin, j'aime bien parce que en moins de 20 minutes, il va juste nous expliquer que pour lui, les salariés de l'entreprise, ce sont ses clients, que s'il comprend ce qui est important pour eux et s'il est capable de régler les problèmes rapidement, alors il inspirera confiance et il contribuera à leur bien-être et donc à leur bonheur au travail. Et merci Kevin, parce que c'est vraiment, je pense, des bonnes pratiques sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé chez Germinal et ce que tu es venu y chercher? Ouais. Moi, j'ai été grosse pendant très longtemps. Donc, gros, c'est un marketeur. J'étais le premier employé d'une boîte qui s'appelait Tucantoco. On est passé de 1 à 60 personnes en autofinancement et ça a été l'aventure qui m'a énormément plu. Et j'ai aussi compris quelque chose chez moi, c'est que j'aimais bien créer des nouvelles organisations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part d'une feuille blanche, en fait. Et donc, j'ai voulu recommencer un peu cette histoire avec Grégoire. On se connaissait bien, on s'appelait souvent pour parler d'organisation, etc. Moi, j'étais un peu perdu parce que je me disais, ah, c'est marrant, j'arrive plus trop à me reconnaître dans mon métier. Et on continue de s'appeler, à parler organisation, à parler de comment on pouvait améliorer le quotidien des gens, etc. Et il m'a dit, mais en fait, tu serais quoi? Tu serais un super DRH. Je lui ai dit, non, c'est vraiment la pire proposition qu'on m'ait fait dans ma vie. Et maintenant, je suis DRH chez Germinal. Donc, il faut dire que Grégoire, et quand il veut être convaincant, il sait l'être. Donc voilà, je le remercierai jamais assez d'avoir créé cette porte. Et donc du coup aujourd'hui voilà, j'essaie de créer une organisation qui ressemble aux gens de ma boîte et qui ressemble en fait à une vision plus simple en fait du travail et moins on va dire méchante, moins dure à supporter que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant aujourd'hui. Mais alors ça veut dire, j'aime bien déjà là une vision plus simple. Ça veut dire que quand on devient DRH sans l'avoir jamais été, est-ce que on est moins empêtré ou est-ce qu'on est moins bloqué par le cadre réglementaire? Aujourd'hui, nous on entend beaucoup les DRH expliquer que l'essentiel de leur boulot c'est de faire en sorte d'être dans le cadre réglementaire, de négocier les accords. Toi, tu penses qu'on peut faire les deux? En fait, dès que je parle à des DRH, ils me disent que j'ai beaucoup de chance de vivre ce métier en n'étant pas capable de le gérer, on va dire, de manière légale et administrative. Je pense que en startup, c'est démentiel le nombre de choses qu'il y a à mettre là-dessus. Et c'est un boulot à part entière. Et heureusement, du coup, moi, je me suis entouré d'avocats et de personnes qui font le travail à ma place. Et j'ai allègrement accepté de les laisser faire et d'accepter que j'étais pas bon là-dessus et que je voulais que ce soit eux qui le fassent. Ce qui m'a permis du coup de me concentrer que sur des sujets vraiment de comment est-ce qu'on va optimiser le travail et comment on va faire en sorte que les gens en fait ils soient productifs. Parce que nous on estime que c'est à travers l'efficacité personnelle que on est capable en fait d'être heureux, de progresser personnellement, etc. Et que en fait le pendant de ça, ce soit pas plus de travail, mais en fait plus de liberté. Du coup, si les gens sont super efficaces, on va pas leur rajouter plus de charges, on va leur dire plutôt en fait, voilà, en fait, un nouveau format de travail. Et on en reviendra tout à l'heure, mais en fait, du coup, on s'est mis à changer le format de travail en n'obligeant plus les gens à aller au bureau, à aller un peu partout où ils voulaient. On a changé le format de
comment communiquer ensemble, de comment on redistribue la valeur créée par l'entreprise, comment on change même le format du travail au jour le jour. Moi, typiquement, je travaille pas de midi à 15 heures. Donc il y a plein de choses qu'on a pu mettre en place et qui, moi, du coup, m'ont permis d'être totalement libre parce que je savais pas, en fait, comme j'avais pas de certitude et qu'on m'a rien appris, je suis juste arrivé avec un œil très nouveau, un œil exercé de par le fait d'avoir été dans une autre boîte avant qui avait bien grandi et de comprendre, en fait, quels étaient les systèmes et quels étaient les process, finalement, qui pouvaient rendre les gens plus heureux, en tout cas plus, le bonheur, c'est toujours quelque chose de très difficile à définir. Donc, en tout cas, de créer des gens, un environnement où les gens sont beaucoup plus sereins et ont l'impression d'être libres et ont l'impression d'être écoutés et d'être et de pouvoir venir comme les gens qu'ils sont dans leur vie perso, quoi. Voilà. Alors, tu nous as dit, je te remercie parce que là, je pense qu'on a plein de choses pour récupérer 2 heures de débat, mais voilà. On va essayer. Alors, on va déjà essayer de définir finalement ce qui est pour toi des gens heureux au travail. Tu as dit, sont des gens sereins, des gens qui sont écoutés et des gens qui sont productifs. Ouais, c'est vraiment cette logique de progression. Tu vois, aujourd'hui, je pose une question toujours en entretien. Enfin, je sais pas du coup si c'était ta question, mais si tu veux que je réagisse directement. Vas-y, oui, vas-y. C'est parfait. En fait, tu vois, il y a vraiment un truc qui moi m'hallucine. C'est une question que je pose, c'est la première question que je pose dans tous mes entretiens. C'est pourquoi tu es parti de ton ancien job. Et ça, la réponse, c'est toujours parce qu'en fait, toujours, c'est dans de grandes proportions, c'est parce qu'en fait, j'ai arrêté d'apprendre. J'ai arrêté d'évoluer. Je savais plus où j'allais. Et c'est toujours en fait cette notion de progression personnelle qui est hyper importante, mais elle doit être reliée à en fait aussi un respect des gens, etc. Quoi, tu vois. Alors oui, j'aime bien ce que tu dis sur apprendre et évoluer, mais j'aurais tendance à dire, mais c'est vraiment pour te poser la question. Est-ce que on a ce besoin-là une fois que les besoins élémentaires ont été comblés, c'est-à-dire je gagne suffisamment ma vie et je suis traité correctement? Ouais, en fait c'est un truc, ça c'est un truc qui m'a vraiment halluciné et je me suis rendu compte en fait que tu vois, il y a en tant que RH, à un moment, tu vas penser à un truc et tu vas dire, ah tiens, je vais faire ça pour la boîte. Et les gens, ils vont trop aimer ça. Et donc, du coup, tu fais un truc et ça pourrait être divisé, diviser toute la valeur de la boîte à un certain pourcentage et le redistribuer aux gens. Mais les gens, ils s'en ficheraient si tu traites pas le problème qui est le plus important pour eux. Et le rôle, en fait, d'un RH, en fait, c'est un peu celui d'un marketeur. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir été un marketeur. C'est de me dire, en fait, ces gens qui sont dans ma boîte, ce sont mes clients, ce sont mes utilisateurs. Moi, je dois aller prendre du feedback auprès d'eux pour qu'ils me disent, en fait, comment est-ce que, qu'est-ce qui les trouble en ce moment et c'est quoi l'urgence du moment, en fait. Et cette urgence, en fait, c'est pas toi qui la décide en tant que RH. Donc, peut-être que le sujet aujourd'hui, c'est pas mieux rémunérer les gens, que c'est tout simplement, en fait, mieux gérer. Peut-être qu'il y a un leader qui est pas bon et qui rend tout le monde triste. Il y a peut-être trop de stress. Enfin voilà. Et c'est toi qui dois le découvrir. Et nous, chez Germinal, on a une étude qui part, ce qu'on appelle le NPS interne, hein, c'est pour évaluer le pouls. Et on envoie une étude en fait toutes les semaines. Et c'est comme ça qu'on est capable, qui est anonyme, et c'est comme ça qu'on est capable en fait de recueillir des informations, tant sur les choses qui épanouissent les gens que sur les choses qui les frustrent. Donc, vous le faites toutes les semaines. Parce que nous, chez Lily, on le fait tous les mois. Vous êtes combien chez Germinal? Là, aujourd'hui, on est 27. D'accord, et vous on le le faites toutes fait les semaines. Toutes les semaines. Nous, on le fait tous les mois. Mais t'as raison. Alors, je partage complètement ton point. Nous, on va même, quand on travaille chez nos clients avec leurs salariés, maintenant, on a des ateliers où on définit les personas. Ouais. Que sont les salariés. Parce qu'on dit, si vous voulez faciliter la vie d'un salarié, faut quand même avoir une idée du profil du salarié. C'est pas le même besoin entre un quinquagénaire, un quadragénaire et un millénial. Ça, c'est évident. Ça, c'est vrai. Et donc, ouais, mais tu vois, la notion de persona dans les équipes RH, c'est pas, les premiers vont regarder un peu de façon bizarre, quand même, en disant, on va faire des personas, oui, on va faire des personas. C'est comme si c'est évident, en fait, les RH, c'est que des choses qui sont évidentes et cachées, quoi. Donc c'est évident que c'est la bonne chose à faire. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, non, j'entends bien, mais il y a un petit peu de boulot, parfois, d'évangélisation. Ouais, et alors, tout à l'heure, donc, tu nous as dit, donc, ok, le bonheur, finalement, c'est,
écouter les gens pour voir de quoi ils ont besoin et faire en sorte aussi qu'ils apprennent et qu'ils évoluent. Et après, tu nous as dit, alors comme ça à grande maille, tu nous as dit, on a réfléchi à comment on communique, comment on distribue la valeur et comment les gens travaillent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait sur ces 3 points-là chez Germinal qui fait que les gens sont bien? En fait, t'as un gros enjeu de comment tu peux. En fait, le gros enjeu, c'est comment est-ce que tu peux exprimer tes frustrations. Et une fois que tu as pu les exprimer, il y a aussi le côté, bah, en combien de temps est-ce que mon problème est réglé, tu vois. Et moi, c'est dans mes objectifs personnels, j'ai un compte à rebours, on va dire, où je dois régler les problèmes le plus rapidement possible et faire en sorte que les problèmes soient réglés par d'autres personnes. Mais je suis vraiment garant en fait de régler ces problèmes. Et ces problèmes en fait à chaque fois ils vont être différents. On est passé par plein d'étapes. On est passé par j'ai pas assez de feedback sur mon travail et donc du coup je sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas bien. Donc ça on l'a donné à travers ce qu'on appelle nous les performance reviews. On a mis en place ce qu'on appelle les OKR pour les objectifs et qui résultent pour donner plus de traçabilité, etc. Et après, en fait, on s'est aussi dit, bah, ok, là, on a un prisme. En fait, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les gens dans une liberté totale, parce que on nous demande beaucoup d'autonomie, on vend beaucoup d'autonomie aux gens, mais en fait, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Et c'est là qu'on s'est dit, ok, bah là, le premier confinement, ça a été un élément déclencheur pour nous. On s'est dit, ok, on était déjà hyper ouvert sur le télétravail. Il y a des gens qui étaient, il y avait une ou deux personnes qui étaient en télétravail complet, etc. Et nous, en fait, on a totalement ouvert la boîte de Pandore en disant, bah, en fait, tout le monde va se mettre en remote. On va tous tester et à la fin, on va se dire, bah, est-ce qu'on a aimé ou pas. Et on va tester aussi, on va juste genre tester en fait de rendre les gens le plus autonomes possible. Et en fait, là, ce qui se passe au bout d'un an de tests de télétravail, c'est qu'en fait, on a créé énormément on va dire de limitations, des limitations pour pouvoir communiquer, des limitations pour pouvoir collaborer ensemble, pour pouvoir se voir, etc. Et tout ça, en fait, ça a généré quelque chose d'hyper fort derrière, c'est-à-dire qu'on a dû tout intellectualiser et tout essayer de reproduire. Et donc nous, on arrive au bout d'un cheminement de 1 an où en fait on arrive à un stade où les gens choisissent combien de temps ils vont travailler. Est-ce qu'ils vont tester des semaines de 4 jours? Est-ce que ils vont en tant que parents commencer à arrêter de travailler à 16 heures pour profiter de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils se couchent et recommencer à travailler derrière? En fait, on est dans un stade où en fait tout le monde va tester des manières de travailler. Et derrière ça, nous en fait notre but en tant que leader, c'est de veiller à ce qu'en fait toutes ces personnes-là en fait soient rétribuées pour ce qu'elles ont fait. Et c'est pour ça qu'on a mis des éléments hyper solides comme une grille de rémunération qui respecte en fait genre les dimensions de chaque individu. C'est comme ça qu'on a mis en place la redistribution de nos bénéfices, parce qu'en fait on voulait juste que les gens en fait ils soient en fait dans leur boîte, qu'ils soient chez eux et qu'ils décident en fait comme des fondateurs en fait de comment ils vont travailler, de quand est-ce qu'ils vont travailler, et qu'ils soient rétribués de la meilleure des manières, quoi. Et c'est, je pense, ça qui... Alors, comme ça a été largement communiqué sur LinkedIn, est-ce que tu peux même nous donner des chiffres sur la redistribution de valeur? Parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ouais, c'est 40% de l'EBITDA, donc l'EBITDA, c'est bénéfice avant impôt, et donc du coup, on l'obtient sous forme d'intéressement. Tous les 6 mois, on regarde la marge qui a été générée, et on la redistribue entre tous les employés. Là, selon les pronostics, on est à 2 000 € par personne depuis le début de l'année. Espérons que ça continue, tu vois, dans ce sens-là. Mais en tout cas, on le souhaite à tout le monde dans l'équipe. Comment ça a été accueilli par les salariés? En fait, on est dans une équipe où chacun sait ce qu'il a apporté. Chacun sait que, tu vois, je pense que tous les gens qu'on a pu recruter, ils sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font. Et donc du coup, ça a été, tu vois, genre, c'est quelque chose qui a été hyper apprécié. Maintenant, en fait, tant que t'as pas vu un premier roulement,
Donc tant que t'as pas eu en fait l'argent sur un compte, Mmh. tu regardes ça d'un œil positif, mais tu as besoin d'avoir la preuve, quoi. Ouais, Et bien ça, sûr. c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que moi, dans ma tête, je me disais, ouais, les gens, ils vont sauter au plafond, ça va être n'importe quoi, ça va être ouf. En fait, non, les gens l'ont pris plutôt de manière saine, en mode, bon, bah, OK. ouais, c'est Mmh. sympa, ok, d'accord, bon, on va voir maintenant, hein. Et c'est ça, en fait, je pense, qui est, enfin, en France, t'as vraiment une bataille en tant que RH d'essayer de redonner de la confiance en fait, on n'est pas en train de vous arnaquer. Et c'est Mmh. un peu ce truc-là qui est sorti. Enfin, moi, je me rends compte vraiment dans mes discussions avec les gens de l'équipe, tu vois, qu'il y a vraiment cette défiance par rapport à mon rôle, à mon statut, tu vois, où les gens ils se disent, bah en fait, comme j'ai pas les informations que cette personne a en face de moi, parce que même si c'est pas ma spécialité ni mon éducation, maintenant je connais mieux tout ce qui va être légal, je connais mieux tout ce qui va être administratif, etc. Mmh. Il y a vraiment cette défiance par un manque d'informations. Et donc du coup, tant que vous n'avez pas montré les choses de manière très factuelle, les gens vous croient pas ou vous croient mais ils se disent bon ok on va voir quand même ce qui se passe et donc voilà donc tout le monde est un peu précautionneux et c'est quelque chose qui peut vachement fatiguer ou frustrer quand on est là dès qu'on veut monter à quelque chose de très enfin de qui va dans le sens des gens en fait on peut se heurter à un peu un doute, mais il faut l'accepter en fait parce qu'en gros Ouais. si on s'arrête à cette première frustration en fait on arrête de faire son métier quoi. Et donc c'est ça que j'ai compris et qui m'a enfin au début je trouvais ça un peu dur et maintenant je vois ça comme un jeu vraiment je me dis ben ok c'est bon là maintenant il faut juste que je leur prouve et si je leur prouve j'ai gagné quoi et ils seront super contents et ils en parleront le week-end à leurs copains quoi. Oui, ce que tu peux même te dire, c'est que c'est une marque de bon sens. Parce Aussi. que non, mais ça veut dire qu'ils appliquent ça aussi avec vos clients, avec vos fournisseurs, c'est-à-dire que ils ont suffisamment les pieds sur terre pour dire ok, c'est intéressant. Maintenant, montre-moi et puis comme ça, je serai convaincue. Et donc c'est plutôt du bon sens. Et en en psycho, on sait aussi que les gens qui réagissent comme ça, une fois qu'ils auront vu, ils sont convaincus de façon beaucoup plus ancrée Ouais, que que ceux qui te croient sur parole et qui passent à autre chose. ouais. Donc ça marque plutôt, je trouve, une qualité d'équipe et une qualité, je dirais, un peu d'équilibre. C'est-à-dire d'être pas juste dans l'enthousiasme, mais d'être aussi dans la preuve. Hmm. Super Donc intéressant ce que tu dis. non, mais oui, alors beaucoup de choses de ce que tu dis, je le rejoins beaucoup. Je le rejoins beaucoup et dans mon passé, j'ai managé des grosses équipes et alors j'ai eu cette frustration-là d'arriver en annonçant des changements et que les gens dans les couloirs disaient OK, super, ouais, non, c'est vraiment super. Le Ouais. buffet, une fois, j'ai une dame qui m'a dit le buffet hier était très très bien. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une vision de votre stratégie. J'avais passé 2 heures et demie à parler stratégie. Moi, j'adore. En fait, et ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'arrête de leur raconter la stratégie, il faut que je la fabrique avec eux. Et Ouais, ça a tout changé. ouais. Donc voilà, je vois bien. Non, je vois bien, et je trouve que ça démontre plutôt une certaine maturité de l'équipe Germinal. Eh Alors ben, c'est écoute. déjà une boîte dont j'ai un très bon avis, mais plutôt voilà, Eh ben, je plutôt une suis bonne flatté. maturité. Oui, parce que forcément, Grégoire et toi n'y êtes pas pour rien non plus. Donc finalement, si je résume, ce que tu dis, c'est moi je suis RH, les salariés c'est mes clients. En permanence, je me demande c'est quoi le plus important pour eux et mon job c'est de répondre vite. C'est pas juste de lister les problèmes, c'est d'apporter des solutions rapides et d'être capable de montrer pour générer de la confiance. C'est comme Exactement. ça que tu vois ton job. Ouais. Et alors, votre NPS, il est à combien chez Germinal? Et ben, la semaine dernière, il était à 8,44. La semaine d'avant, il était à 8,1. Et après, je n'ai pas suffisamment de mémoire pour te Non, bah, dire. c'est bon. Mais, Non, mais c'est bon. mais, Je te remercie. donc ça, c'est la Écoute, moyenne. 44, c'est génial. Donc là, ça, c'est la moyenne, oui. Après, t'as la logique du NPS, c'est de comparer les notes les plus hautes à celles les plus basses. Et donc, du coup, là, on est à 50%. Donc, c'est en fait une espèce de soustraction. Et nous, en ce moment, on est à 50%. Et la semaine d'avant, on était à 30%. Donc, tu vois, ça reste quand même des choses qui sont très élevées. Les gens sont contents. Je peux te dire qu'en fait, il y avait 2 personnes qui ont mis 6 la semaine dernière. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fait, on utilise des logiciels sur lesquels on peut parler avec les gens qui sont entre guillemets pleins ou qui ont remonté des informations. Et donc c'est ça qui nous permet du coup de résoudre rapidement les problèmes quoi.
Tu peux parler avec eux, mais s'ils le souhaitent. C'est-à-dire que, parce que tu as bien dit que c'était anonyme quand C'est même. anonyme, mais je peux dialoguer avec eux. L'outil nous le permet, et en fait, eux me répondent s'ils ont envie d'aller plus loin. Mais généralement, tu vois, la majorité des QCM qu'on te pose, tu dis ah je suis pas content ou ah je suis trop stressé en ce moment. Mais ça veut dire quoi trop stressé? Est-ce que c'est parce que tu as trop de travail? Est-ce que c'est quelqu'un te stresse? Est-ce que tu as des problèmes à la maison? En fait, il y a trop de possibilités, et donc du coup moi c'est pas un feedback de me dire la team elle est stressée, tu vois. Donc je dois savoir en fait pourquoi elle est stressée, et une fois que je le sais, là j'arrive à prendre une action. D'accord. Donc en fait, tu es capable de communiquer, donc je suppose via un chat ou un truc comme ça avec la personne, mais sans savoir à qui tu parles, mais en pouvant poser des questions sur ses réponses. Voilà. J'ai utilisé deux outils pas mal, Office Vibe, et aujourd'hui maintenant j'utilise Lipsum qui est un peu plus complet. Mais voilà, c'est deux outils qui m'ont permis de faire ça, et je trouve ça génial. Alors, si on arrive à la dernière question, Kevin, de ton point de vue, l'équipe Germinal, elle est heureuse au travail? Alors, ça c'est une question trop difficile. Oui, oui, absolument. Elle est hyper subjective, elle est très difficile, très difficile. Ouais, mais en même temps, une réponse authentique va être hyper intéressante. Mais c'est un oui et c'est un non, tu vois. C'est oui aujourd'hui, c'est en fait j'ai envie de te dire, j'ai envie que ce soit ça. J'ai envie que ce soit plus qu'hier et moins que demain, tu vois. Et en fait, on a eu une année hyper difficile avec des départs, on a pivoté, on s'est mis en remote complet, etc. Donc ça a été une année très difficile avec beaucoup de changements et juste un questionnement de est-ce qu'on va survivre ou pas, tu vois. Donc là aujourd'hui, tu arrives avec un produit qui marche super bien, tu reverses 40% de tes bénéfices, etc. Ouais, ouais, en fait, l'équipe est beaucoup plus sereine, donc ouais, on est beaucoup, enfin, l'équipe, je pense que elle est épanouie, tu vois. Demain, j'ai envie d'aller encore plus loin, et j'ai envie vraiment d'aller vers quelque chose où, tu vois, mon NPS il est à 9 ou il est à 11 sur 10, tu vois. Et en fait là, je fais aussi passer je fais des entretiens avec des gens tous les mois, et j'ai des personnes qui m'ont dit avant de rejoindre Germinal, j'avais un rêve de ce que c'était que la meilleure boîte, et depuis que j'y suis, en fait, genre ça a excédé mon rêve, tu vois. J'ai deux personnes qui m'ont dit ça, et j'ai fait, et là je me suis dit ok, en fait moi mon objectif c'est de l'avoir genre toujours plus, tu vois. Je vais pas te dire 27 parce que c'est toujours difficile, mais quand j'ai entendu ça, tu vois, je me suis dit ok, en fait c'est ça le 11 sur 10 pour moi, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose que je vais toujours chercher, et on va toujours essayer de trouver des manières plus créatives et plus personnalisées pour garantir ça, quoi. J'aime bien. J'aime bien parce que je pense qu'effectivement c'est jamais fini, et je pense que le contexte en plus des derniers mois et quasiment années maintenant fait qu'on a besoin, quand on est RH ou quand on est dirigeant, de beaucoup s'adapter, et donc c'est cool. Écoute, merci beaucoup Kevin, j'adore. Avec plaisir. Et je suis pas, et vraiment c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'était exactement. Je ne savais pas ce que je voulais que tu me dises parce que c'est pas l'idée, mais tout ce que tu me dis, je trouve ça vraiment marqué au coin du bon sens, qui pour moi est toujours un critère. Le conceptuel c'est bien, mais la pratique. Et j'aime bien cette idée que tu dis, en fait, que c'est une progression et que ça sera jamais vraiment fini. Non. Et ça, c'était la plus grosse leçon. Ça, c'était la plus grosse leçon de ma vie, tu vois. Ouais. Et c'est arrivé avec la grille de rémunération quand j'ai créé. J'ai fait, c'est bon, c'est fini. Et 3 mois plus tard, tout le monde était là, non, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est non, ça marche pas. Là, on est 2 fois plus. Comment tu gères cette nouvelle personne, etc. Et j'étais là, oh là là, qu'est-ce que j'étais naïf. Mais voilà, ouais, c'est jamais fini. Oui, tu sais, il y a une citation que j'aime bien qui dit, alors qui est un petit peu superfétatoire, mais qui dit, ils savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont réalisé. Je pense que je pense que la naïveté, elle est indispensable dans un travail de transformation, en fait. Voilà, à un moment donné, il faut sous-estimer la difficulté pour te lancer. C'est clair. Et en fait, tu vas y arriver un pas après l'autre. Mais si tu regardes, enfin, si t'es très réaliste, le risque c'est que tu restes quand même assis. Hein. Ouais. Je pense que sur le bonheur au travail, on était parfaitement pragmatique. C'est ce que je voulais. C'est super. Eh ben génial. Écoute, merci beaucoup. Moi, c'était un plaisir de prendre un café en vrai. Avec grand plaisir. Et c'était vraiment encore merci pour cette opportunité. Et puis voilà.
Et bien à la prochaine. À la Merci. prochaine. Allez, bye bye. Au revoir. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.